Alain est un aventurier. Donc c'est vrai que la culture de l'anticipation n'habite pas Alain, parce qu'il s'aventure beaucoup. Mais Alain, une fois qu'il est dans l'aventure, commence à préparer l'anticipation. Parfois, Dieu nous met dans un endroit pour nous former, pour que quand on arrive dans un certain nombre d'environnements, nous puissions avoir une facilité à s'adapter. Alain a des regrets, mais Alain veut profiter de cette opportunité pour demander peut-être pardon à toutes ces personnes qui se sont senties blessées par Alain durant toutes ces années, dans ses mots, dans ses gestes, dans ses attitudes, ce manque d'attention, dans parfois des conflits de désaccord qui, certainement, Alain avait tort ou il avait raison, mais qui n'a pas su trouver les mots, qui n'a pas pu avoir l'attitude, l'approche qu'il fallait avoir. Est-ce que tu penses qu'on guérit de nos blessures d'enfants? Le temps, parfois, nous permet de cicatriser certaines blessures. Le temps. Mais il y a des blessures, parfois, qu'on a du mal à oublier. Parce que c'est gravé, en fait, c'est ancré. Et ça te suit. Et même, parfois, tu veux t'éloigner, mais c'est avec toi. Salut, je suis Lino Versace. Bienvenue à l'émission Inspire 69. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Inspire 69. Je suis Rabia Diallo et comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous recevons Lino Versace, nous recevons également Alain Désiré Yoro et nous recevons aussi Monsieur Yoro. C'est ça exactement. Et aujourd'hui, on va plus parler à Alain. C'est vraiment lui que j'ai envie de rencontrer, c'est avec lui que j'ai envie de discuter, Lino. Est-ce Merci. que tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt à présenter Alain. Parce que les mélomanes, les Ivoiriens, les fans connaissent plus ou moins Lino Versace. Certains collaborateurs connaissent M. Yoro. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils auront l'opportunité de découvrir Alain. Mais qui est Alain? Alain, c'est un jeune Ivoirien africain, très tôt, qui a embrassé un rêve sans avoir une visibilité, mais qui a compris qu'il devait gagner sa place dans cette société. Et Alain, sans avoir toutes les âmes, que plus ou moins ce que la société nous demande, Alain a compris qu'il fallait absolument trouver sa place. Et cette place, ça se mérite. Mais pour mériter cette place, il faut rencontrer des vents et des marées, il faut se retrouver dans des situations parfois difficiles. Mais Alain étant déterminé, Alain voyait déjà certaines choses dont peut-être que Lino Versace ne voyait pas, ou même M. Yoro. Et Alain a insisté, persisté, et Alain a fini par plus ou moins trouver sa place, mais pas encore atteint les objectifs concernant la vision de Alain, et qui aura naturellement de l'impact sur Lino Versace. Et moi, je suis curieuse de savoir où se trouve Alain aujourd'hui, Lino. Quelle place occupe Alain? Est-ce que de temps en temps, vous parlez? Est-ce que de temps en temps, il te parle? Est-ce que de temps en temps, tu l'écoutes ou est-ce qu'il s'est tu? Bien sûr que de temps en temps, Alain ressurgit parce que c'est Alain qui fait M. Yoro et Lino Versace. Et comme je le disais tantôt, c'est vrai que Alain, au départ, avait un rêve. Mais n'ayant pas sincèrement une visibilité de son rêve, malgré les situations, les circonstances dans lesquelles Alain se retrouvait et l'environnement dans lequel il se trouvait, Alain avait tout de suite une curiosité positive. OK. Parce que les premiers chocs émotionnels ont permis à Alain de se forger. Alain aurait pu, ayant grandi dans un quartier modeste, la commune de Treichville, parfois c'était nous appelle les enfants de cour commune. Je ne sais pas si c'est péjoratif. Mais Alain étant là-bas, a bénéficié d'une éducation et d'une formation. Le premier élément qui était le sens du partage. Parce que là-bas, nous mangeons en famille, nous mangeons ensemble la culture de la diversité. Parce que Alain, dans la cour commune, a vécu avec ses frères musulmans étant chrétien. Okay. Alain a travaillé ou a collaboré ou a échangé avec ses frères du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Alain n'avait pas déjà depuis le bas âge cette discrimination ethnique et religieuse ou parfois politique. Et donc, Alain, ayant grandi dans cet environnement, commençait à se forger, malgré que c'était un environnement pour certains qui n'était pas privilégié. Mais parfois, Dieu nous met dans un endroit pour nous former, pour que quand on arrive dans un certain nombre d'environnements, nous puissions avoir une facilité à s'adapter. Mais Alain vit
un choc important pour tout jeune de son âge, étant adolescent. Alain a fait son cursus scolaire à Dzopé, l'école mission catholique d'Adzopé. Et donc, plus ou moins, quand on a la chance, l'opportunité d'avoir des familles modestes qui essayent de nous mettre dans les établissements, en tout cas, plus ou moins, on dira, prospères ou avec un statut raisonnable. Et ça veut dire que les parents d'Alain aimeraient plus ou moins lui donner un certain nombre d'éducation, notamment catholique. Donc Alain se retrouve là, Alain fait le scoutisme. Le grand frère d'Alain, père son âme Olivier, avait son projet de devenir prêtre. Pourquoi pas, peut-être un jour Alain allait devenir prêtre, puisque mon grand frère fut l'un de mes idoles, parce que mon père était mon idole, mais aussi mon grand-père. Et le père d'Alain perd son travail. Et donc, Alain est confronté à des situations dont il n'est pas conscient, parce qu'Alain est adolescent et on va dire il est naïf, il est ignorant. Et il bénéficiait plus ou moins de l'éducation, de l'accompagnement de ses parents. Et donc, Alain va devoir quitter chez son père parce que les difficultés financières nous obligent. Et Alain va se retrouver à Treichville dans la cour commune. Voilà, chez son grand-père, donc maternel. À ce moment-là, tu en avais conscience à cet âge qu'il y avait des soucis financiers et que vous deviez quand même changer de On n'a pas conscience. vie? Non, on n'a pas conscience parce qu'on n'a pas d'exigence à cet âge. On vous a expliqué ou pas du tout? On ne nous explique pas. Ok. Il y en a qui ont cette chance à qui on explique. Mais nous, on vit et on subit. Et tu comprenais ou pas du tout? Au départ, on ne comprend pas. Ok. Mais on sent le changement d'environnement. D'accord. On le vit. Mais naturellement, ça commence à avoir de l'impact sur notre vie lorsque ça prend du temps, lorsque ça devient long. Et à un moment donné, quand malheureusement Alain perd son père, un choc vraiment très difficile, un moment très compliqué dans la vie d'Alain, avec son ignorance. Comment est-ce qu'un père qui est considéré comme un idole part comme ça et Alain se retrouve dans un endroit où il ne sait pas quoi faire, malgré que Alain a ses sœurs aînées, il a ses frères, il a sa mère, il a sa grand-mère, il a son grand-père. Mais Alain reste attaché à ce papa-là qui lui a inculqué un certain nombre de valeurs et qui quitte la société, et qui quitte ce monde. Et donc Alain se demande comment est-ce qu'il pourra vivre sans ce monsieur. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il t'arrivait à ce moment-là, quand ton père était en vie, est-ce qu'il t'arrivait de rêver? Bien sûr, enfin, je n'avais pas une visibilité sur ma projection, mais je voyais beaucoup d'artistes. C'est-à-dire, j'ai un artiste traduit moderne, paix à son nom, Yoro Otis, qui était un artiste très coté. Et à cette époque-là, qui venait régulièrement chez nous, donc qui faisait des concerts à Zopé. Et il y a aussi un artiste qui est vivant, qui est Cyril Simplice, qui est un grand artiste aussi, qui est connu, coté, et qui venait donc. Alain voyait les artistes. Le monde du spectacle, le monde de la scène, Alain le vivait naturellement, parce qu'en général, c'était une fois dans le mois, c'était tout le week-end, donc on participait, on contribuait, mais sans savoir dans quoi on était. Mais on était présent. Donc à partir de cet instant, Alain n'a pas encore eu d'influence avec la musique, mais Alain baignait déjà dans le monde de la musique. Dans une ambiance positive, dans une ambiance festive, positive, chaleureuse voilà, et chaleureuse, solidaire. Exactement. Et ensuite, ton père quitte ce monde. Comment on te l'annonce? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là, quand on t'annonce que ton père est parti? Quand on me l'annonce, sur le coup, je refuse de croire, parce que pour moi, vous savez, on entend parler de la mort, mais lorsqu'on perd un être très cher, surtout un papa, une maman, on le vit différemment, parce que ça crée, c'est-à-dire une émotion qui est inexplicable. Et donc, sur le coup, j'accepte, mais pendant des jours, je refuse, parce que je constate réellement que je ne peux plus le voir et que je ne peux plus partager un certain nombre de moments avec lui. Et donc, je commence à être peiné et je commence à me poser la question, qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde? Bien évidemment, sachant que j'ai une mère qui est là, mais qui, paix à son âme, qui est décédée il n'y a pas longtemps, mais super gentille, disponible, exceptionnelle. Mais vous savez très bien que la relation entre la mère et le père, c'est toujours différent. C'est toujours important d'avoir les deux. Et donc, je me retrouve en train de
me poser des questions. Je suis dans une situation un peu lamentable, mais toujours en espérant que ce n'est pas venu par hasard. Et donc, je réfléchis des jours, jusqu'à ce que je finis par accepter en fait le décès de mon père. Mais c'était un moment très difficile parce que j'ai encore les images. Et je me souviens qu'on est parti au village pour les obsèques. D'ailleurs, c'est la première fois que je me retrouve dans mon village natal, le village de mon père. On est arrivé, je suis dans un environnement et moi j'ai l'un de mon nom BT, en pays BT, on m'appelle Bowie. Okay. Voilà, donc du côté de ma grand-mère, on m'appelle Zoma. Et donc la plupart de mes amis, Moula, Serge de Fallé, tout ça, m'appellent Zoma. Quand quelqu'un m'appelle Zoma, c'est vraiment quelqu'un qui sait que c'est mes parents qui m'appelaient comme ça. Et donc c'est là-bas que je découvre un oncle au nom de Bowie, dont mon père lui a donné, m'a donné ce nom-là comme homonyme. Et vous savez, là-bas, j'ai vécu une chose qui m'a choqué, mais vraiment qui m'a choqué. C'est vrai que j'étais adolescent, je ne savais pas, mais qui m'a choqué. Alors, vous savez, quand il y a les obsèques, quand il y a les funérailles en pays BT, pour ceux qui l'ont déjà vécu, il y a un groupe des femmes et il y a un groupe des hommes. Et nous, naturellement, en fait, on s'est retrouvés avec les femmes parce qu'à l'époque, on était adolescents, donc voilà. Et ce qui se passe, à un moment donné, on sent qu'il y a un conflit. Mais on ne sait pas le conflit vient d'où. Et le conflit était dû au fait que les hommes n'avaient pas reçu un certain nombre de choses. La boisson, la nourriture, des choses comme ça. Donc, les hommes décident de faire venir la pluie du côté des femmes. On est adolescents. C'est quelque chose dont les gens parlent, mais qu'on n'a jamais vécu. Et nous, on vit ça en live, avec mes frères, tout ça. Et je pense que ce genre de situation crée, et ça arrive très souvent dans les familles, c'est les plus proches qui se rendent compte qu'ils ont vraiment perdu quelqu'un. C'est ça. Tout le reste autour s'intéresse souvent, entre guillemets, au folklore, à tout le protocole qu'il y a autour. Et ce sont vraiment les personnes qui sont proches de la personne qui est partie, qui ressentent la douleur et qui finalement vivent comme s'ils étaient dans un monde parallèle. Moi, j'ai envie de te poser une question, parce que vraiment, je suis très émue par tout ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que la mort t'a appris sur la vie ? Je peux sincèrement dire que la mort m'a appris le silence des morts. Pourquoi je parle du silence des morts ? En fait, le silence des morts est une forme d'existence dans laquelle nous sommes dans notre quotidien et que parfois on refuse, mais tôt ou tard, qui va arriver. Et donc, ce silence a fait que j'ai décidé naturellement de profiter de la vie. Okay. Avec sobriété, bien sûr, mais profiter de la vie, mais dans le sens du mot. Parce que profiter de la vie, c'est d'être avec les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, les gens qui sont vrais avec toi, les gens qui veulent te voir en haut, les gens qui te tirent vers le haut, les gens qui t'encouragent, les gens qui t'écoutent, les gens qui t'observent, les gens qui t'accompagnent, qui te tiennent, qui te guident. Et c'est là que je me suis dit, mais si je dois profiter de cette vie, quelle serait ma contribution pour ces gens-là qui accordent de leur temps, leur énergie, leur connaissance sur ma modeste personne. Et naturellement, la mort a fini par m'inculquer cette culture d'aimer mon prochain, même aimer mon ennemi, l'accompagner, le soutenir, parce que c'est ce qui fera de moi, pas une personne exceptionnelle, mais une personne utile. Et j'ai une question un peu existentielle pour toi. Penses-tu que si la mort ne s'était pas invitée dans ta vie à ce moment-là, à ce moment où tu étais totalement insouciant quelque part, où tu ne te projetais pas vraiment dans l'avenir parce que tu avais ton socle qui était là, qui était ton père, qui était, disons, pour moi, un père, c'est une étoile polaire. C'est un socle. C'est vraiment le roc sur lequel on s'appuie. Et si la mort ne s'était pas invitée dans ta vie à un âge si jeune, est-ce que Lino serait là? Est-ce que Monsieur Yoro serait là? Est-ce que tu imagines ta vie autrement?
Bon, là, avec ce qu'on a vécu, ce qu'on sait, au final, on aurait pu dire peut-être que la mort a eu son utilité. Mhm. Parce que ça a forgé Alain, Mhm. ça a formé Alain, ça a guidé Alain, ça a orienté Alain, ça a protégé Alain. Et ça a permis à Alain d'explorer d'autres horizons. Parce que c'est ça aussi, le plus important. Parce que Alain a fini par réaliser d'où il vient, ce qu'il est. Mais ce qu'il est et ce qu'il voit, ce qu'il vit, n'est pas forcément ce que Dieu a voulu pour Alain. Donc, Ok. Alain a tout de suite compris qu'il doit se surpasser, il doit se réinventer, il doit explorer un autre horizon, afin de comprendre la culture, la mentalité, cet environnement qui pourrait plus ou moins apporter une complémentarité à Alain pour que ça soit une force. Et c'est là, Alain commence naturellement à aller dans la commune de Koborodi, traverser le pont, aller au plateau. Vous savez, Treichville, plateau, c'est C'est vrai. 500 mètres. Hein. Ouais. De Treichville, on voit le building au plateau. Ouais. Alors, comment est-ce que tu es adolescent, tu es jeune, tu es à Treichville et tu vois à 500 mètres, tu vois des buildings. Comment ça ne se traverse pas l'esprit de comprendre, mais ces buildings-là, il faut que je me rapproche de ça. C'est-à-dire que arriver dans cet environnement si beau, paradisiaque, Mhm. mais Alain a tout de suite épousé cette culture de curiosité, de comprendre pourquoi Alain est à proximité de plateau. Mais cette proximité, qu'est-ce que ça apporte à Alain naturellement? C'est là où maintenant on va explorer cet horizon pour comprendre la mentalité, la culture, l'environnement, pour ne serait-ce que s'en imprégner et puis exploiter pour pouvoir se positionner. Donc, en fait, finalement, cette vie qui est censée être une vie dans laquelle le deuil s'est invité, tu la transformes de cauchemar, je dirais, C'est ça, en rêve. un rêve, c'est ça. C'est ça. Et donc, tu rejoins Abidjan Mhm. et tu m'expliquais aussi qu'il y a eu un choc dans les attentes que tu avais, dans Exactement. l'environnement dans lequel tu as vécu. Mhm. Oui, parce que vous savez, quand on est dans un environnement surtout musical ou artistique dont j'expliquais tout à l'heure, là où il y a les artistes, il y a du monde. Mhm. C'est festif, c'est la joie, Mhm. c'est le rêve. Et nous, à Zopé, comme je le disais tantôt, mon père qui recevait les artistes et organisait des concerts, on voyait du monde. Mhm. Et quand tu meurs, on ne voit plus ce même monde. Donc naturellement, on se demande, certainement c'est mon père qui les attirait, ou c'est l'intérêt, ou c'est ce qu'il avait, je ne sais pas. Mhm. Mais ils sont partis. Après, on ne les en veut pas parce que chacun va vaquer à ses occupations, c'est un intérêt qui attire les gens, cet intérêt n'est plus là, ils ont le droit de partir. Mais quand tu es adolescent, tu n'es pas préparé à ça, ça devient un choc. Alors, il y a deux choses. Soit tu es positif pour avancer, soit tu deviens haineux et que tu passes ton temps à te plaindre, à revendiquer et à en vouloir à ceux qui étaient là quand ton père était vivant Mhm. et que malheureusement, il n'est plus, ils sont plus à tes côtés. Mhm. Donc, tu as deux choses, tu as deux choix. C'est là où je peux dire merci à Dieu parce que qui m'a inculqué cette, je dirais, sagesse qui a joué un rôle très important pour moi. Parce que parfois, quand on est dans ce genre de situation, on se lamente et on en veut aux autres. On a comme l'impression que nous sommes les enfants spéciaux de Dieu et que ces autres-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et j'ai pour habitude de dire qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les fils de Dieu. Mhm. Malheureusement, les fils de Dieu passent par des situations très difficiles. Quand je dis très difficiles, parce que le fils, c'est quelqu'un qui a guéri, c'est quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui est prédisposé. Mais l'enfant, il est ignorant, il est naïf. Tu donnes un billet de 500 € à un enfant, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il déchire ou il mange. Mais le fils connaît la valeur. Et donc, je me suis tout de suite reconnu comme le fils de Dieu, malgré mon jeune âge, et que j'ai compris que j'étais aguerri et je devais affronter cette vie-là et accepter ce qui m'est arrivé, mais exploiter, utiliser ça pour la transformer, afin que je puisse aussi devenir plus ou moins Alain ou Yoro ou même Lino Versace. Moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à ça. Tu m'as dit que tu étais bien entouré à l'époque, mais j'ai l'impression que tu avais une vie intérieure extrêmement intense. Est-ce que tu te sentais seul, malgré le fait que tu sois entouré? Quand tu te posais toutes ces questions, quand tu avais ces déceptions, quand tu ne comprenais pas ce qui se passait,
quand tu avais ce deuil, ce choc, est-ce que malgré tout ça, tu prenais le temps de le partager, de trouver du réconfort, de la force auprès des autres membres de ta famille, en l'occurrence tes grands-parents, ta mère, tes sœurs, ton frère, etc. Ta sœur, je pense que tu m'as dit que tu as une sœur. Si, j'ai des sœurs. Tu as des sœurs. Donc tes sœurs, ton frère. Ou est-ce que tu avais cette nature à vivre ce que tu vivais intérieurement et finalement te sentir seul malgré le fait que tu sois entouré? Je le vivais seul à l'intérieur. Mais ce qui était intéressant, j'ai des sœurs qui sont mirifiques et séraphiques et même magnifiques. Inch'Allah. Je dis merci au Seigneur de m'avoir donné ces grandes sœurs-là. Elles sont aimantes, aimables. Depuis mon adolescence, elles ont été à mes côtés jusqu'à aujourd'hui. Okay. Elles sont toujours à mes côtés. Elles sont des grandes dames. Mais je dis grandes dames, mais âme en parlant de leur âme. Parce que pour moi, c'est ce qu'elles représentent pour ma vie aujourd'hui. Mais il y a des choses que malheureusement, en tant que femme, elles peuvent apporter, mais elles ne peuvent pas apporter en tant que père. Et donc, intérieurement, je le vivais. Okay. Mais l'amour qu'elles me procuraient faisait que je ne pouvais pas en fait leur montrer ça. Parce que je ne voulais pas les décevoir. Pour moi, c'était beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour. Elles se laissaient pour moi. Donc, je trouvais ingrat ou égoïste de pouvoir montrer ce côté, ce contraste dont elles ne voulaient pas me voir dans cet état. Et donc, j'ai tout fait pour pouvoir aussi les protéger en montrant ce dont elles voulaient voir. Mais à l'intérieur, il y avait une souffrance inexpliquée. Et qu'est-ce que ce passage t'a appris sur la vie? Les deux choses. Le fait que vous soyez extrêmement entourés, beaucoup de chaleur, beaucoup... une vie sociale intense, et du jour au lendemain, c'est le désert. Et le fait également d'avoir justement ce père qui est cette source de force infinie, bien entendu, en plus de Dieu, cette force qu'il représentait pour toi, et tu la perds. Et pourtant, Lino est là, pourtant, Monsieur Yoro est là, et pourtant, Alain a survécu. Donc, sur ces deux points, le premier, être entouré et te sentir abandonné. Donc, sur ces deux points, être entouré et te sentir abandonné. Et sur l'autre point, perdre... Un être cher. Oui, mais moi, quand je parle de perdre son père, moi, j'ai perdu mon père. Depuis qu'il est parti, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que je marche sur une seule jambe. Il y a une moitié de moi qui est partie avec lui. C'est ça. Et donc, je ne sais pas comment un homme le vit. Mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu, alors que j'ai perdu mon père, j'avais 37 ans. Mais à 14 ans, j'imagine que c'est pire. C'est pire, ouais. Surtout pour un adolescent qui est en train de devenir un homme. C'est ça. Et donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris de tout ça aujourd'hui? Moi, je dirais, Rabia, en fait, je vais te choquer, mais je dirais que ça ne m'a rien appris, mais ça m'a juste enseigné, ça m'a juste éduqué, ça m'a formé, ça m'a forgé. Et je pense que ça avait une utilité pour moi, pour certainement ce que Dieu avait prévu pour moi, de passer, de traverser ce désert qui fait partie d'une partie de mon histoire. Et je pense que qui a construit M. Yoro et qui a construit Lino Versace. Et le fait d'être entouré et de constater que ces gens partent du jour au lendemain, j'avais fini par comprendre que chacun doit naturellement voir midi à sa porte. Malheureusement, on n'avait pas à cette époque la connaissance ou la compréhension ou le discernement ou la perspicacité de pouvoir faire une analyse. Parce qu'étant adolescent, sauf si on est habité par une intelligence vraiment d'un certain niveau. Mais, comme je le dis très bien, on a toujours des anges à nos côtés dans ces circonstances qui ne sont peut-être pas là, mais qui vont agir dans ta vie. Parce que, plus ou moins, ils connaissent ton appel avec Dieu, ils connaissent ta mission sur la terre,
et ils connaissent plus ou moins ton utilité. Et sans rancune, sans faux fuyant, avec sincérité, j'ai accepté, mais j'ai cru en moi. Et j'ai su que je devais faire des choses, mais pas des grandes choses, mais je devais faire des belles choses. Et c'est à partir de cet instant que, naturellement, ces différents types d'inspiration, de motivation et de détermination se sont manifestés en moi et les choses ont commencé à rouler de façon naturelle. Et alors, j'ai joué au football. Je vendais des vêtements à la rue 12, à Treichville. Et donc, ça me permet encore de baigner dans un autre environnement parce qu'à rue 12, à Treichville, on avait les Libanais, on avait les Sénégalais, on avait les Guinéens. C'est là où, plus ou moins, j'ai commencé à parler un peu Wolof, Nagadef, Mangifirek. Tu vois, parler un peu Peul, Kanalaton, Massoulde, Ndiarama. Tu vois. Donc, vivre dans cette communauté te permet de bénéficier d'un certain nombre de richesses. Et tout ça, ce sont des éléments qui m'ont forgé, qui m'ont compris tout de suite de commencer à m'imprégner ou rentrer dans la vie active et bénéficier plus ou moins d'un revenu. Parce qu'à la rue 12, on n'avait pas de salaire. C'est quand on vend les vêtements, on a un pourcentage en fonction des vêtements. Donc, c'est là aussi mon histoire avec la mode va commencer. Vous voyez, donc à chaque passage, à chaque situation, à chaque événement de ma vie, il y a quelque chose qui vient transformer en fait un événement qui est censé être malheureux. Cet événement devient quelque chose de positif parce que ça m'apporte des nouvelles personnes, des belles personnes. Ça m'apporte un autre environnement dans lequel je dois m'imprégner, apprendre, comprendre les gens, m'adapter, vivre avec eux et créer quelque chose de nouveau et être une valeur ajoutée dans cet environnement et impacter. Et quand j'arrive à la rue 12, naturellement, sans chercher à prendre le leadership commence à se manifester à moi. Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est une aura, est-ce que c'est une façon d'être, mais je commence à galvaniser, je commence à rassembler et naturellement avec mes amis, c'est là où le concept avant la Jet Set, c'est là où on crée le premier groupe, le nom c'est Five Brothers. Les frères. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, les virées nocturnes qu'on faisait à Paris, on les faisait à Abidjan. Okay. Et la plupart de ces jeunes avec lesquels on se retrouvait à Paris, on était ici ensemble. Il y a certains qu'on a fait l'école primaire avec eux, donc Serge de Fallé, Las des As, Solo Béton, Mokta Béton, Sering, Ibro Arfouche. Donc, vous voyez qu'à la rue 12, il y a une union, il y a une solidarité qui se manifeste, tout ça. Mais nous tous, nous sommes dans l'apprentissage. Parce que étant adolescent à cet âge-là, on était dans la vie active et on a commencé tout de suite à avoir notre autonomie. Et notre rêve, c'était de partir à l'Occident parce qu'on a eu des grands frères qui venaient des vacances de l'Occident et qui étaient très bien habillés, qui avaient des belles voitures. On constatait un changement de leur vie sociale et naturellement, on s'est dit pourquoi on aille en Occident. Donc, Alain est toujours à Abidjan, mais Alain rêve de se retrouver dans un autre continent. J'ai envie de te dire un mot, Alain. Renaissance. Qu'est-ce que ça t'inspire comme mot et comment est-ce que ce mot s'est manifesté dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? D'abord, ce mot s'est manifesté d'abord par des événements. Des événements douloureux. Parce qu'il faut toujours passer par un événement douloureux pour pouvoir apprécier un événement joyeux. Et malheureusement, ces événements douloureux qui sont censés être des événements douloureux ont été des événements de transformation. Ça a créé un déclic, un changement, une situation dont on s'est dit, je me suis dit, comment capitaliser, comment positiver. Parce que j'ai cette culture en moi d'être positive. Okay. J'ai une foi inouïe, inébranlable, dont, sincèrement, moi-même, parfois, je me demande d'où ça vient. Et donc, cette renaissance-là, elle est en moi. Là, on en parle, donc je suis obligé de faire un développement. Oui. Mais ce sont des événements qui m'ont vraiment permis de pouvoir, à chaque fois, renaître, jusqu'à ce que, d'Alain, on puisse connaître Lino Versace. Il y a eu ensuite l'Occident, l'Europe. C'est ça. Ce déménagement à Londres. Ouais. Il y a eu Irlande. C'est Irlande, oui. Et il y a eu tout ce que tu as décidé de faire à un moment donné où tu as constaté que pour pouvoir continuer, il faut être dans l'anticipation. Donc, tu anticipes. Et peut-être parce que tu as anticipé, aujourd'hui, tu es arrivé à maintenir une certaine stabilité et à continuer à évoluer. Donc, tu as eu
différentes vies et différentes renaissances. On ne peut pas parler de tout, mais j'aimerais que tu me parles d'au moins 3 moments de renaissance qui ont été déterminants dans ta vie. Alors, moi, Alain est un aventurier. Donc, c'est vrai que la culture de l'anticipation n'habite pas Alain. Parce qu'il s'aventure beaucoup. Mais Alain, une fois qu'il est dans l'aventure, commence à préparer l'anticipation. Alors, un des événements très marquants, c'était lorsque j'avais décidé de partir à Londres. Je n'avais même pas décidé de partir à Londres. J'avais entendu parler de Londres. On avait un grand frère qui s'appelle Dramandra. Je me permets de le citer parce que c'est l'un de mes idoles. Et qui parlait de Londres. On était à Paris, dans le 10e à Bonne Nouvelle. Et on était assis, il parlait de Londres, de Londres, de Londres, de Londres. Et puis moi, de là, j'avais mon projet dans la tête. Mais je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis dit, écoute, il faut que je parte à Londres. Et de là, je pars à Gare du Nord et je pars à Londres, sans bagage, sans rien du tout. Il était quelle heure quand il parlait de... Oh, il était entre 13h et 14h. Moi, je prends mon train vers 16h30 par là. J'arrive à Londres à 17h30, 18h par là, parce que c'est 2 heures, Paris-Londres. Ouais. Donc, il y a une conversation, on parle de l'idée d'aller à Londres à 14h, et toi, à 16h30, tu décides carrément de changer de vie, sans bagage, sans rien. Mais même ceux qui parlent, même celui qui parle, ceux qui sont là, ne savent même pas que moi, je dois aller à Londres. Tu le décides sur un coup de tête. Je le décide sur un coup de tête. Je l'ai dans ma tête pendant le temps qu'il explique. Je me dis, waouh, c'est où cet endroit? Mais je ne me prononce même pas. C'est-à-dire que lui, il ne sait même pas même que je veux partir à Londres pour me conseiller ou me déconseiller. C'est moi qui pars de là, je pars à Londres. Donc mes soeurs, ma famille n'est même pas au courant que je pars à Londres. Personne n'est au courant. Mais rassure-moi, tu avais le transport aller-retour? En ce moment, j'avais le transport, mais je ne peux pas me souvenir si j'avais le transport aller-retour. Mais tu avais le transport quand même pour partir. J'avais le transport pour partir. Tu arrives à Londres. J'arrive à Londres. C'est-à-dire que je ne connais même pas le coût du train. À l'époque, on n'avait pas Internet pour pouvoir checker tout ça. Donc, je vais à la gare du Nord. Je dis, je vais aller à Londres. Je paye le billet. Je pars à Londres. J'arrive à Londres. Je ne connais personne. Je suis à la gare de Waterloo. Et je suis là. Je tourne en rond. Je ne comprends pas bien l'anglais. Je fais m'adresser aux gens. Certains m'écoutent, d'autres ne m'écoutent pas. Et je reste à la gare de 18h jusqu'à 21h30, 22h. D'où j'ai la chance de tomber sur un jeune black. Je viens, je lui parle un peu en français. Je vois qu'il comprend. Je vois qu'il a un accent ivoirien. Et donc, je commence à m'ouvrir. Je lui dis, je suis ivoirien. Il dit, tu es ivoirien. Je dis, super. Tu viens d'où? De la Côte d'Ivoire? Je viens d'Abidjan. Je viens de Trèves. Il dit, moi, je suis de Trèves. Je dis, où? Il dit, lui, il est à Laras. Je dis, mais moi, à Laras, j'ai mon ami d'enfance là-bas, Serge de Fallé. Il dit, mais je connais bien Serge de Fallé, je connais sa famille. Il commence à citer les noms de la famille de Serge de Fallé. Mais là, qui est venu te chercher? Je dis, personne. Mais qui tu as prévenu? Personne. Mais comment tu viens comme ça? Je dis, écoute, moi, je suis venu. Ah bon? Je dis, OK. Il dit, écoute, viens, on va à la maison. Je profite pour dire merci à ce monsieur-là, ce jeune homme-là, monsieur Koukou Kabou, à qui je suis beaucoup redevable, que je profite de mon antenne pour lui dire merci pour ce qu'il a pu faire dans ma vie. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer ce que ça représentait. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est quelque chose de très, très, très important. Je lui dis merci. Je dis merci à sa famille parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, donc, j'arrive chez lui à la maison, 22h, 23h. Je pose mes affaires, on se met en train de discuter, parler un peu de Paris, parler d'Abidjan. On se couche. Il me montre ma chambre, il me dit, bon, voilà, tu vas te coucher là. Et moi, je me réveille vers 5h30 du matin et je commence à faire le ménage dans la maison. Il ne me demande rien. Je fais le ménage de la maison jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Quand il se réveille, il voit la maison, mais le ménage est fait. Mais je ne t'ai rien demandé. Je dis, je comprends que tu ne m'as rien demandé, mais je dois avoir une utilité dans cet endroit. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le ménage ce jour-là? Ce qui m'a poussé à faire le ménage, c'est qu'avec mon grand-père, tous les matins, à 4h30 du matin, père à son âme, mon grand-père, il s'y levait pour faire le ménage. OK. À Trècheville. Donc, il faisait le ménage dans la cour et il faisait le ménage dans le quartier. Alors nous, en tant qu'adolescents, en tant qu'enfants, on ne peut pas regarder un vieillard en train de faire le ménage. Donc naturellement, ça va être mal vu. Donc on va l'aider. C'est là où moi j'ai cultivé la culture, en fait, de faire le ménage. Tu vois. Donc parfois, chez moi à la maison, on me dit, pourquoi tu ne prends pas une servante? Mais c'est quelque chose qui est en moi. Et je le fais naturellement. Okay. C'est comme la gentillesse. Moi, on me dit que je suis gentil. J'ai dit, moi, je ne suis pas gentil. J'ai juste reçu une éducation. Mon grand-père, paix à son âme, quand il était midi,
Quand les voisins n'étaient pas là, on ne mangeait pas. Il insistait à ce que les voisins soient là. Donc, vous savez, souvent, quand on est enfant, nos parents nous inculquent certaines valeurs. Et nous influence. Voilà, ça nous influence et ça nous suit. Donc, j'ai fait le ménage, mais naturellement. Pas pour l'épater, mais j'estimais que, bon, il fallait que je sois Itchine. Et donc, j'ai été Itchine. Et on a échangé, et puis, voilà, régulièrement, on échangeait durant 1 semaine, 2 semaines. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais il faut que je travaille. Il me dit, tu veux travailler? Je dis, bien sûr, je suis là, ça fait 2 semaines. Mais attends, moi, je dis, non, il faut que je travaille. Parce que, voilà, je suis venu ici pour me chercher. J'ai dit, OK. Et c'est là où on a trouvé un travail pour moi. En Londres, on paye les salaires par semaine. On a trouvé un travail. J'ai trouvé qu'un travail, ce n'était pas suffisant. J'ai fait un deuxième boulot. Je faisais un deuxième boulot, je m'en sortais bien. Et quand je partais à Paris, j'ai un ami à moi qui s'appelle Zoromé. Donc, à l'époque, qui habitait à la Race aussi, qui m'a accompagné à l'aéroport et qui m'a donné mon argent de poche. À l'époque, c'était 500 000 francs. Et je lui ai dit, le jour où tu veux partir à Paris, ou en France, ou en Europe, tu me diras, moi, je paye ton billet d'avion. Et donc, quand j'ai communiqué avec lui, il m'a dit, il faut que je vienne, j'ai envie de venir en Europe. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai dit à Coucou Kabou, il me faut un 3e boulot. Il dit, mais 3e boulot, ce n'est pas possible, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai dit, non, mais j'ai pris un engagement quelque part, il faut que je respecte cet engagement. Et voilà comment j'avais 3 boulots. Je me réveillais à 4 h du matin, et je rentrais à 1 h du matin. Parfois, le bus dans lequel j'étais dépasse ma station parce que je dormais dans le bus. Jusqu'à ce que j'arrive à payer le billet d'avion de mon ami en question, et je vais le chercher à Paris. Mais avant d'aller le chercher à Paris, je prends un appartement puisque je ne peux pas me permettre de le ramener chez Coucou. Donc, je prends un appartement à Londres. Je rencontre des Ivoiriens et qui, naturellement, ont un appartement qu'ils mettent en location. Donc, ils me font comprendre que cet appartement, ça appartient à leur oncle. Je dis OK, ils me montrent quelques documents de cet appartement. Et moi, je suis dans l'urgence parce que l'autre, son billet est déjà acheté, Zoromé. Il doit venir, donc il faut prendre un appartement. Donc, je signe le bail avec eux, tout. Je prends l'appartement. Et je prends 3-4 jours de vacances pour non seulement me reposer, mais pour aller chercher Zoromé à Paris. Donc, je vais récupérer Zoromé à Paris. Je le récupère. On dort à Paris chez ma sœur, parce que ma sœur habitait à Bonne-Nouvelle. Donc, là où parfois on se retrouvait pour échanger, où j'ai entendu parler de Londres. Ma sœur habitait pas Londres là-bas. Zoromé, on dort à Bonne-Nouvelle chez ma sœur. On prend le cas Aeroline, voilà, et puis on arrive à Londres. On arrive chez moi. Du coup, on dort la première nuit, mais la deuxième nuit, il a froid, moi j'ai froid. On avait un souci de chauffage. Et donc, c'est là où la première fois, moi, je vais aller parler à mes voisines. C'est-à-dire, je frappe à une porte et c'est des dames qui sortent. Oui, monsieur, vous habitez là? Je dis oui, j'habite là, mais oui, on entend des bruits, mais on ne vous a jamais vu. Je dis oui, parce que j'ai 3 boulots. Et donc, vous ne me voyez pas? Oui, mais ça va. Mais ceux qui étaient là, ils ont des soucis. Je dis, ah ouais, non, mais moi, ils m'ont loué l'appartement. Ah oui, ils ont beaucoup de soucis. Ils n'ont pas payé de loyer pendant 1 année. Et donc, voilà, écoute, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais nous, on est là. Ah ben, écoutez, ça va être compliqué. On va appeler le propriétaire parce qu'il faut que vous quittez ici. Je sors mon bail. Je sors toutes les preuves qui justifient que vraiment j'ai payé. Ils me disent, bon, on va appeler le propriétaire. On appelle le propriétaire, il arrive, il dit, non, ils avaient 1 an de loyer, impayé, c'était des Ivoiriens, et vous, encore des Ivoiriens, je ne veux pas. Je dis, non, mais monsieur, calmez-vous, parce que moi, je ne parlais pas bien anglais, donc on avait une des dames qui parlait bien français, donc qui traduisait. Je dis, là, on est 2. Moi, j'ai 3 boulots, et lui, il est là, il vient d'arriver, il va travailler, donc normalement, on pourra payer. Le monsieur ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir. Mais voici avec l'enfant des gens à Londres, où on ne sait pas où dormir. Donc, j'ai dit, OK, ce qui va se passer, est-ce que vous pouvez nous laisser 4-5 heures du temps? Ils disent, pourquoi? Je dis, parce qu'il faut qu'on trouve une solution. Alors, entre-temps, je suis rentré en contact avec mes sœurs, qui m'ont dit qu'on a une tante à Londres. Et donc, moi, je partais, quand j'étais là maintenant, je partais rencontrer ma tante. J'ai vu son fils Isaac, des choses comme ça. Parce que c'est la période là où on m'avait sollicité d'être mannequin, des choses comme ça. On m'avait sollicité 2 fois d'être mannequin. Donc, je vais voir ma tante avec mon ami Zoromé, tout ça. Puis, je lui dis, ah, tanti, bon, voilà. Elle me dit, ah, écoute, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas te prendre toi et ton ami. C'est logique. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, nous voilà, Zoromé et moi, dans les rues de Londres. Avec vos bagages. Non, on n'a pas encore nos bagages. On réfléchit où on doit partir. Au moins, il vous a laissé vos bagages. Laisser nos bagages, le temps de réfléchir. Et donc, on a un ami à nous, Abou de Bamba.
qui est maintenant à Abidjan ici, BIM, qui était en Irlande. Et donc, naturellement, Abou Demba, qui est aussi l'ami des Zoromé, donc tout heureux, Abou Demba m'appelle pour dire « Ah, ben je t'appelle ». On dit « Oui, il y a Zoromé qui est là ». Je dis « Oui, mais bien sûr, attends, je le passe ». Donc, il papote au téléphone, on est tous contents, tout. Et puis après, il me passe pas Lino. Lino, ah, ben ça va, écoute, vous êtes à Londres, là-bas, ça va bien. J'ai dit « Ah, ça va pas, hein ». Il dit « Comment ça ?» Je dis « Ça va pas ». Il dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je dis « Mais et je lui explique l'histoire. Je te dis, là où je te parle, là, cette nuit-là, on ne sait pas où on va dormir. Il dit, non, c'est pas possible. Je dis, si. Il dit, tu es sérieux? Je dis, si. J'ai dit, mais toi, tu es en Irlande, non? Il dit, oui. Il dit, vous pouvez venir en Irlande? Il dit, oui. Voilà comment on va récupérer nos affaires. Et on prend notre billet de bateau et des cars pour aller en Irlande. Et on se retrouve à Dublin One. Et là aussi, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est la folie. Incroyable. Mais tu sais ce que je retiens dans ton histoire quand même? Autant le manque de solidarité a été le début de quelque chose dans ta vie, autant la solidarité, le sens de la famille et la loyauté ont été les choses aussi qui t'ont reconstruite. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'inspire, cette balance-là? Cette balance-là, elle me motive, elle m'encourage et elle me permet de rassurer certaines personnes qui ont encore un doute dans la vie ou qui traversent un moment difficile où ils n'ont aucune visibilité, où ils se sentent abandonnés parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils ont sollicité tout le monde, personne n'a agi, personne n'a réagi. Et je profite de votre antenne pour leur dire que il y a un Dieu qui existe. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans un lieu parce que nous, on veut se retrouver là. Ou parfois, c'est notre ambition personnelle, mais c'est Dieu qui le permet et qui nous envoie là. Et quand Dieu t'envoie dans un lieu, il a forcément une solution pour toi. Maintenant, comme c'est lui qui écrit ton histoire, il peut permettre à ce que ton histoire soit compliquée, difficile. Mais ce qu'il recherche parfois, il veut que tu aies une histoire émouvante, une histoire poignante. Donc, naturellement, qui passe par des difficultés dont toi-même qui vis la difficulté, tu ne comprends pas. Mais toutes les armes pour que tu puisses assumer, affronter, sont déjà là. Mais seulement quand on ne te les montre pas au départ. Au fur et à mesure, tu te construis avec ça. Tu te construis avec ça. Et lorsque tu sors de là, c'est là où tu deviens une personne exceptionnelle. Parce que tu te dis, comment j'ai fait pour affronter ça? Mais tu étais prédisposé, tu t'es préparé à ça. Voilà. Merci pour tout ce que tu viens de dire. On va clôturer un chapitre et je rappelle que vous êtes sur Inspire 69 et aujourd'hui, on est avec Alain Désiré Yoro, plus connu sous le nom de Lino Versace. Et avec lui, on parle aujourd'hui de lui, d'Alain, de sa trajectoire, de ses leçons de vie. Et Alain est devenu père aussi. C'est ça. De 3 champions, comme tu les as appelés. Ouais, des 3 champions. Et qu'est-ce que ça a quand même réveillé en toi la première fois où tu as été papa? Ah, la première fois, c'était carrément un choc. Un choc? Oui, parce que je veux dire que je n'étais pas préparé à ça. Vous savez, quand on est enfant ou quand on devient fils, garçon ou homme, on n'a pas encore développé la compréhension de savoir si on devient papa, qu'est-ce que ça va nous faire. Moi, je deviens papa, je ne suis même pas à Paris, je suis à Nice. Je suis à Nice et c'est de Nice qu'on m'informe que j'ai mon fils qui est né. J'étais avec mes amis, Serge de Fallé et tout. Et c'est ma sœur qui m'appelle pour me dire, il y a ton fils qui est né, on est à l'hôpital de Saint-Denis, tu es où? Je lui dis, mais je suis à Nice. Elle me dit, débrouille-toi, il faut que tu sois là. Pour le respect que j'ai pour mes sœurs, je ne m'oppose pas, quel que soit ce que j'étais en train de faire. J'ai tout arrêté. J'ai pris le premier vol et je suis arrivé à Paris. Et je suis allé à l'hôpital de Saint-Denis. Et j'ai vu mon fils pour la première fois. Et sur le coup, parce que moi, je cache mes émotions. Ah. Oui, je cache parfois mes émotions parce que je n'aime pas en fait m'exposer. Sur le coup, j'étais normal, mais après, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu ma reproduction. Et c'était quelque chose de très intense pour moi parce que je ne peux pas expliquer ça. Il y a des choses que j'ai du mal en fait à m'exprimer auprès de mes amis parce que je suis quelqu'un qui réserve certaines émotions. C'est parfois un mythe que je crée en le faisant, mais pour moi aussi, Alain a besoin d'une certaine intimité qui doit communiquer avec Alain.
et que Alain doit comprendre Alain et Alain doit parler qu'à Alain. Pourquoi Alain ne veut parler qu'à Alain? Parce que Alain pourra mieux comprendre à Alain qu'une autre personne, parce que c'est Alain qui vit l'émotion. Et c'est Alain seulement qui saura en fait soigner cette émotion dans laquelle Alain se retrouve. Est-ce qu'Alain est guéri pour se soigner? Pour Euh, être capable de soigner Alain? oui, c'est paradoxal, mais Alain arrive naturellement à guérir Alain selon certaines situations parce que Alain est préparé à ça. Puisque Alain ne prépare pas ses émotions, mais Alain arrive à gérer certaines émotions et après, en fait, lorsqu'elle se retrouve seule, elle commence à communiquer avec Alain pour comprendre pourquoi cette émotion est arrivée. Et si Alain doit pleurer, si Alain doit être attristé, si Alain doit être en joie, mais Alain le vit vraiment tout seul. Si Alain doit pleurer, il pleure pour ce qu'il a vécu, parce que peut-être certains événements ont un écho qui appelle le passé. C'est ça. Est-ce que tu penses que on guérit de nos blessures d'enfants? Le temps, parfois, nous permet de cicatriser certaines blessures. Le temps. On finit par l'accepter parce qu'on est confronté, en fait, aux problèmes, aux réalités du quotidien qui prend une place très importante et qui fait que, naturellement, on oublie, ça se cicatrise. Mais il y a des blessures, parfois, qu'on a du mal à oublier parce que c'est gravé, en fait, c'est ancré. Et ça te suit. Et même parfois, tu veux t'éloigner, mais c'est avec toi. Ouais. Et ça, c'est un peu difficile. Mais quand on se souvient qu'on doit l'oublier, parce que si on ne l'oublie pas, ça pourra nous empêcher en fait, d'atteindre d'autres caps de notre vie. Et donc, naturellement, on l'oublie, mais ça nous rappelle ça de temps en temps. Donc, est-ce que la solution, c'est d'oublier? Est-ce que l'oubli n'est pas une forme de déni? La volonté d'oublier, est-ce que ce n'est pas une forme de déni? La volonté d'oublier, ce n'est pas une forme de déni dans le contexte dans lequel la réalité du quotidien, la confrontation, le rêve, le cauchemar, le besoin, les perspectives, l'objectivité, et tout ça crée, ça dit qu'un positionnement dans ta vie et qui prend une place, donc qui devient des priorités. Et naturellement, quand ça devient des priorités, en fait, tu n'oublies pas, tu mets juste de côté. Et c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que le temps fait que ça te revient. Oui. Parce qu'il y a le moment de solitude, il y a le moment de remise en question, il y a le moment de réflexion. Et c'est à ce moment-là que ça revient, ça ressurgit. Et quand ça ressurgit, tu fais comment pour gérer? Quand ça ressurgit, c'était un moment de calme, de réflexion. Et c'était un moment d'intimité où tu revisites en fait cet événement et tu te dis, qu'est-ce que je devais faire? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parfois, tu regrettes et parfois, tu l'acceptes et tu vis avec. On va bientôt finir l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Alain? Dans un premier temps, j'ai envie de dire à Alain, Alain a une reconnaissance inestimable, mémorable en Dieu. D'accord. Il a une existence parce qu'il a beaucoup contribué dans la transformation et la réinvention et l'élévation et la bénédiction et l'onction de Alain. Et donc, Alain veut avoir cette reconnaissance en Dieu. Alain veut profiter aussi pour parler à Alain, pour dire, parfois, Alain a des attitudes qui ne sont pas commodes vis-à-vis de d'autres personnes. Alain a parfois un comportement dont parfois il se renferme parce qu'il a estimé, il a déduit. Il s'est dit, pourquoi ce n'est pas comme moi je veux? Pourquoi ce n'est pas comme moi je pense? Et donc, Alain se replie en lui et crée un conflit inutile contre parfois des personnes qui se sont investies dans ta vie. Alain a des regrets, mais Alain veut profiter de cette opportunité pour demander peut-être pardon même, à toutes ces personnes qui se sont senties blessées par Alain durant toutes ces années, dans ses mots, dans ses gestes, dans ses attitudes, ce manque d'attention, dans parfois des conflits de désaccords qui, certainement, Alain avait tort ou il avait raison, mais qui n'a pas su trouver les mots, qui n'a pas pu avoir l'attitude, l'approche
qu'il fallait avoir. Et Alain, son genou, parce qu'Alain estime que on ne vit pas dans ce monde pour plaire à tout le monde. Mais on vit dans ce monde afin de pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier de notre aura, notre esprit, notre connaissance, notre potentiel, et qu'à travers nous, des vies se transforment, se changent, et que ces choses-là permettent à d'autres générations d'en bénéficier et d'en faire un bon usage. Donc Alain veut remercier Rabia, qui aujourd'hui, après toutes ces années, a permis à Alain de s'exprimer, parce que Alain ne s'est jamais exprimé. Lino Versace qui s'est exprimé plusieurs fois. Monsieur Yoro a parlé. Mais aujourd'hui, l'expression d'Alain dépasse la voix d'Alain et qui devient naturellement une voix qu'en espérant à travers ce témoignage que certains pourront emprunter et qui va certainement leur permettre de voir. Voilà. Ton père a eu une place très importante dans ta vie. Mon père et ma mère. Oui, j'allais Voilà. en venir justement. Moi, j'ai envie que Alain leur parle, en fait. Je ne sais pas de quel Alain on va parler, de celui qui avait 14 ans ou de celui de maintenant, qui vit en toi. Mais j'ai envie que tu leur parles. Et c'est avec ça qu'on va se dire au revoir. Moi, je veux leur dire merci. Merci pour l'éducation. Merci pour tout ce qu'ils m'ont inculqué, surtout cet esprit de pondération, cet esprit de gentillesse et surtout de partage et d'amour. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma construction, dans mon développement. Ça m'a permis de comprendre que j'ai une utilité, j'ai une existence, j'ai un impact, pas pour ce que je veux devenir, mais pour ce que j'apporte aux autres. Et naturellement, c'est des formes de sémences dont j'ai fait sans rien attendre en retour, mais qui devient puissant dans ma vie parce que ça me permet de plus ou moins éviter certains obstacles, sinon m'aider à pouvoir atteindre certains objectifs. Et je leur dis un merci infiniment, je leur dis un merci sincèrement, je leur dis un merci respectueusement et je leur dis un merci éternellement. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci à toi d'avoir accepté de t'exprimer avec toute cette authenticité, cette sincérité. J'avoue que j'ai été plusieurs fois très émue par tout ce que tu as dit. Merci. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une personne qui nous suive en ce moment et qui ne se soit pas retrouvée dans au moins une de tes nombreuses vies que tu nous as racontées. Aujourd'hui, pour moi, ce qui te représente le plus, c'est la renaissance. C'est ça. Tu as su renaître, tu as su te réinventer, tu as toujours su trouver un moyen, quand la vie te poussait vers un détour, de retrouver ton chemin. C'est ça. Et je pense que tu l'as eu aussi grâce à cet esprit de positivité que tu as eu, en refusant systématiquement d'être dans le rôle de la victime. C'est comme ça que moi j'analyse, et c'est ce que j'apprends de ton histoire. J'espère que vous aussi, ça vous a inspiré. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter et à apprendre d'Alain Désiré Yoro, de Lino Versace et de Monsieur Yoro, comme moi, je l'ai pris. J'ai énormément appris. J'espère que vous aussi, et c'est ça Inspire 69, s'inspirer de belles trajectoires, de belles histoires et de belles âmes comme celle de Lino Versace, mais moi, je dirais celle de Alain Désiré Yoro. Et on se retrouve très vite, Inch'Allah, dans un autre Inspire 69. Allez vous abonner, faites-nous des commentaires. Et Inch'Allah, on se retrouve très bientôt avec un autre invité tout aussi inspirant. À bientôt. Au revoir.